Bonjour à tous, bienvenue dans notre conférence Comment gérer efficacement les conflits dans notre entreprise. Nous allons présenter avec Robert aujourd'hui les outils de Comprofiles et les méthodes pour gérer les conflits au mieux au sein d'une entreprise plus particulièrement. Robert vous fera part d'exemples d'interventions qu'il a pu avoir en entreprise. Donc encore merci à toutes et à tous d'être nombreux, de participer chaque mois, si nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Merci pour vos retours, pour les échanges que nous avons. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde entend bien ce que l'on dit et nous voit et voit les slides qui sont exposés. Donc, si vous pouvez m'indiquer dans le chat si tout est OK pour vous, ça serait super. Ça a l'air bon, tout est OK, parfaitement OK. Bonjour à tous. Parfait. On va pouvoir commencer donc notre conférence pour tenir les délais. Donc d'abord, on aimerait comme d'habitude faire un peu connaissance avec vous et surtout connaître en fait votre enjeu principal en termes de gestion des conflits à l'heure actuelle et l'échéance aussi que vous vous êtes donné pour cet enjeu. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous indiquer dans le chat? Votre fonction actuelle, les enjeux que vous rencontrez en termes de conflits et l'échéance aussi que vous avez. Et avec Robert, bien évidemment, on va répondre au cas par cas comme d'habitude. Donc, formatrice Carole, enchantée, bonjour. Si vous pouvez rapidement nous exposer donc vos problématiques en termes de gestion de conflits, ce qui peut vous intéresser aujourd'hui dans le cadre de notre masterclass. Donc, conseil en conduite du changement et pas d'échéance particulière. Nathalie, bonjour Nathalie, on s'est eu au téléphone, dirigeante, formatrice et coach, vous souhaitez mieux accompagner par rapport à la gestion des conflits, problème majeur pour vos clients dirigeants qui apparemment vous demandent souvent ce type d'intervention. Carole, qui a une incompréhension entre les générations, qui rencontre des problèmes d'incompréhension entre les différentes générations. C'est dans quel cadre, Carole? C'est dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de vos interventions? D'accord, Carole, des managers. D'accord, d'accord. Jelena, manager, pas de conflit, pas d'échéance, mais de la prévention, c'est bien aussi, hein. C'est mieux que le curatif, de faire du préventif. Aldo, consultant en accompagnement des changements, pas de problématique particulière, donc j'imagine que vous venez là par intérêt, par curiosité. DRH prévention également, d'accord. Donc, en tant qu'alternant, en tant que technicien supérieur en méthode et exploitation logistique, vous êtes souvent sur le terrain et vous aurez amené à régler des conflits qui peuvent survenir. Mais là, l'approche Comprofiles et l'agilité comportementale pourront vous y aider. Robert, est-ce que tu as, par rapport déjà au retour que l'on a, des remarques à Bon, faire? tous les éléments de prévention, là, on pourra parler de Mmh. comment on peut utiliser certains outils comme Profiles, afin d'anticiper les conflits éventuels et tout ça. Ça, on pourra voir ça. Mmh. Bon, pour ce qui est le conflit entre générations, bon, je sais pas, il faudrait en savoir plus, mais heu, en général, c'est des cadres de référence qui sont différents et un manque d'ouverture les uns aux autres. Donc il y a tout un travail à faire sur justement, l'orientation de la vision du monde d'une partie et de l'autre pour qu'elle se rencontrent, quoi, hein. Mmh mh, mmh mh, Heu, mmh. bon, bon là sur, bon Edson, c'est incompréhension Bonjour sur les Edson. attentes des uns et des autres. Bonjour Edson. Et puis constat de gros problèmes pour fédérer lors de la mise en place des projets. Bon là, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il y a en amont? De quelle manière les gens sont justement, associés justement au projet stratégique et au projet.
si, en fait, simplement un projet ils sont, ils doivent participer à un projet sans qu'ils aient la compréhension, le sens de l'ensemble. Il y a souvent des incompréhensions parce que les gens, mettent du sens pour eux-mêmes et les différentes parties prenantes ne comprennent pas les choses de la même manière. Donc il faut savoir ce qu'il y a en amont. Est-ce qu'il y a vraiment, quelque chose des projets qui sont, voilà, la mise en œuvre et les gens n'ont que la mise en œuvre à faire? Et est-ce qu'il y a au contraire une association à la conception même et au choix des projets? Stratégiques qui sont à mener. Bon là, il faudrait rentrer dans le détail par rapport à ça. Mmh mh. D'accord. On va peut-être se présenter rapidement pour ceux qui nous connaissent pas encore et après rentrer dans le détail peut-être, Robert, Oui, oui, du je t'en sujet. prie, Nadège. Merci. Alors bon, moi, je suis Nadège Rouanet, psychologue du travail de formation, coach professionnel et consultante en entreprise. J'ai travaillé pendant 17 ans dans un grand groupe de la région aixoise comme responsable carrière et je me suis rendu compte durant cette expérience que le principal frein dans la performance de nos collaborateurs, de nos équipes, c'était les problèmes de communication. C'était les problèmes de conflits et de gestion de conflits au sein de nos équipes, que ce soit entre collaborateurs, avec un manager, avec un client. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a demandé à Robert et à ses équipes Comprofiles d'intervenir au sein de l'entreprise pour sensibiliser nos collaborateurs à l'agilité au comportemental et au leadership, puisque la qualité des relations, c'est vraiment un facteur clé dans la cohésion, l'efficacité et la performance de nos équipes. Et c'est par ce biais-là, nous, en fait, que l'on a pris la partie gestion des conflits au travers de l'agilité comportementale et du séminaire vraiment qui est vraiment génial de Robert et qui ouvre la perception, le regard sur la nécessité d'avoir une qualité, une relation vraiment de qualité pour avoir derrière de la cohésion, de la confiance et de la performance aussi, parce que c'est ce que l'on recherche en entreprise. Robert, je te laisse peut-être rebondir et te présenter. Oui, moi, très rapidement, j'ai fait une carrière de prof de fac et bon, dans mon activité académique, j'ai fait des recherches et élaboré des modèles, des méthodes, des outils, que j'ai utilisés en entreprise pendant un certain nombre d'années, enfin, un certain nombre de décades tout seul. Et puis ensuite, il y a quelques années, j'ai monté donc Comprofile Institute, qui est un centre à la fois de recherche et développement et puis, de formation. Et là, on forme des professionnels de l'accompagnement du changement, qu'il soit individuel ou collectif. Donc voilà, et bon, c'est à ce titre en particulier que je vais parler aujourd'hui, et notamment en prenant quelques exemples d'expériences, comme j'ai passé énormément de temps en entreprise et très souvent dans mes comités de direction, m'ont donné des exemples qui, je veux dire, qui peuvent illustrer notre propos, hein, là, ici. Mmh. On a un directeur d'unité de production. Alors, je suis désolée, je vois juste Larive, je vois pas votre prénom, qui indique que, une équipe commerciale en difficulté relationnelle avec des personnes plus sensibles que d'autres, des personnes avec des messages négatifs constants qui peuvent blesser certaines personnes, des charges de travail différentes suivant les types de clients. Robert, est-ce que tu veux, avant qu'on déroule sur le conflit, répondre à cette problématique? Fabrice, En donc fait, merci. je pense qu'il y a des éléments émotionnels très forts là derrière ça, et Mmh mh. donc on va s'apercevoir que les interventions qu'on peut faire dans des difficultés relationnelles ont trait d'une part à l'échange d'énergie entre les gens, c'est-à-dire, comment les besoins les plus importants psychologiques des gens sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits, et comment, et en fait tout ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, et notamment, Mmh mh. comment, l'impact, bon, quelquefois très préjudiciable ou dévastateur peuvent avoir des expressions émotionnelles non appropriées. Et bon, donc là, il faudrait rentrer, encore une fois, on aura l'occasion peut-être, si on a un rendez-vous ensemble, d'aller plus dans le Mmh mh. précis, mais on pourrait travailler, je pense qu'il y a des pistes là, en tous les cas, Ouais, je pense à des pistes des pistes d'ores et déjà. d'intervention. Mmh mh mh. Oui. Commençons alors simplement, mais par définir ce qu'est le conflit, Robert. Oui, en fait, le conflit, qu'est-ce qui caractérise un conflit? Je pense que c'est, le 1er point qui caractérise un conflit, c'est le fait qu'il y ait un désaccord Mmh entre mh. les gens.
Ce désaccord peut venir, d'une part, bon, d'une fermeture de l'un à l'autre, si on prend 2 protagonistes, par exemple, et réciproquement, ou déboucher sur une fermeture. Et il y a, par rapport au conflit, à un simple conflit, il y a un simple désaccord. Le fait qu'il y ait un conflit, en fait, c'est qu'il y a une intensité émotionnelle particulière et des expressions émotionnelles qui sont inappropriées. Et en fait, c'est Mmh. le concours entre bon, cette fermeture qui est soit en amont, soit en aval du désaccord, le désaccord et l'expression émotionnelle inappropriée bon, qui font la nature d'un conflit, qui fait que les gens se bloquent finalement et ne Mmh. peuvent pas résoudre le désaccord. D'accord. Ils sont chacun bloqués dans leur propre point de vue, dans leur Oui, propre c'est perception. l'intensité émotionnelle qui fait que les gens sont bloqués et ne peuvent pas résoudre des désaccords. Parce que résoudre des désaccords, on fait ça à longueur de journée en organisation, en entreprise ou ailleurs. Ça engage un peu de négociation, quelquefois une négociation un peu plus élaborée, mais c'est la vie des membres des organisations. Mmh. Bon, quand il y a une intensité émotionnelle forte, et surtout que elle est exprimée si les émotions sont exprimées de manière inappropriée, à ce moment-là, on débouche sur des formes de conflit qui sont des formes de blocage, et où les gens ne peuvent plus discuter ensemble et résoudre leurs désaccords. Mmh. Et quand on l'a montré sur ce schéma, en fait, ça crée une sorte de cercle vicieux, en fait, hein, dont on a du Ben mal à oui, sortir. puisqu'il va y avoir de la frustration réciproque, il va y avoir de l'incompréhension et il va y avoir le fait que ensuite il y a une espèce de contagion des désaccords parce Mmh. qu'il y a une interprétation de l'autre et de la position de l'autre et une interprétation défavorable. Et Oui. donc il y a une espèce, on rentre dans une spirale vicieuse ou dans un cercle vicieux où se multiplient les désaccords, ou du moins ce qu'on pense être des désaccords à partir de l'interprétation défavorable de la position de l'autre. Mais Mmh. le point de départ, c'est quand même, est-ce qu'on est en situation de fermeture, le désaccord et l'expression émotionnelle négative, c'est ça qui transforme un désaccord en conflit. D'accord, d'accord. Et alors maintenant, passons aux compréhensions des causes du conflit. Il y en a 3, Ouais, hein. ou des lieux du conflit, ça peut être à Mmh un niveau personnel, c'est-à-dire mh. que ça doit souvent, un conflit engage l'orientation de notre vision du monde. Mmh mh. C'est-à-dire que si est-ce que notre vision du monde est orientée vers l'extérieur? Est-ce qu'elle est orientée vers l'autre et la compréhension de l'autre? Ou est-ce qu'elle est centrée sur nous-mêmes et bon, en fait, on a un raisonnement à l'intérieur de notre propre petite bulle? Mmh. Bon, ça, c'est ce qui se passe au niveau personnel. En général, une orientation de la vision du monde centrée sur soi-même débouche sur une fermeture par rapport aux autres. Or, en fait, la base même de la communication, c'est l'ouverture à l'autre et la priorité qu'on va apporter à l'autre par Mmh. rapport à nous-mêmes. Donc ça, c'est une cause, bon, intrinsèque. Mmh. Ensuite, au niveau relationnel, et bon, les mécanismes qu'on a mis en lumière jouent et en fait, font que on peut arriver à un conflit qui est bloquant, où les gens n'arrivent plus à discuter ensemble. C'est ce qui se passe il doit y avoir des spécialistes de la médiation dans l'audience là, Mmh. dans tous les gens qui sont là, il y a certainement des gens qui interviennent en médiation et vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans une médiation. C'est très intéressant, c'est-à-dire dans un conflit entre 2 personnes, la médiation, quand est-ce que ça intervient? Ça intervient quand les gens n'arrivent plus à négocier, eux-mêmes, et donc il faut une tierce partie pour les amener à négocier. Pourquoi ils n'arrivent plus à négocier? Bon, pratiquement dans la totalité des cas, c'est à cause de l'intensité émotionnelle et de l'expression inappropriée des émotions. C'est pas seulement le désaccord qui fait, qui Mmh. empêche de négocier. Ça peut être le cas où on ne veut pas une partie ne veut pas négocier, bien sûr, ça existe, ça aussi, mais la plupart des fois, quand ça se transforme en conflit, c'est en raison de l'intensité émotionnelle. Et là, il faut voir, qu'est-ce qui se joue. À partir du moment où, les gens sont fermés les uns aux autres, heu, peut-être c'est réciproque, aucun des 2 n'écoute l'autre et ne s'intéresse à l'autre. C'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les besoins, en partie psychologiques et émotionnels de l'autre, quelles sont les difficultés que rencontre l'autre, quels sont les objectifs, que voudrait satisfaire l'autre
Et à ce moment-là, à partir du moment où on n'a pas ces clés-là, Mmh. on est aveugle dans le rapport avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'empathie possible. Et la seule chose qui compte, c'est nos propres besoins, nos propres objectifs et nos propres difficultés que l'on veut résoudre. Et ça, c'est fondamental dans une médiation. Si quelqu'un intervient, prenons la méthode, hein, Mmh. Oui. si on intervient en médiation entre deux personnes en conflit, le point de départ, ça ne va pas être le désaccord. Ça va pas être de se centrer sur le désaccord. On a toutes les chances de se bloquer aussi. Mais c'est justement la posture de l'un par rapport à l'autre et surtout le fait de régler les problèmes de fermeture de l'un par rapport à l'autre ou l'antagonisme violent qu'il peut y avoir de l'un par rapport à l'autre. Et là, la première chose, c'est de donner de l'énergie aux gens. Et à ce Mmh. moment-là, bon, récemment, j'étais dans une entreprise où on m'a je veux dire, contacté pour régler un problème entre deux directeurs, avec des rôles très importants. Et je peux vous dire comment j'ai ouvert les choses. Je leur ai dit, bon, une fois qu'on s'était présenté, messieurs, en tant que directeur, vous jouez un rôle très important dans l'entreprise et vous êtes individuellement très appréciés, vous avez un impact crucial, et même en tant que rôle modèle sur vos équipes respectives. Or, le conflit qui vous oppose n'est pas au niveau de ce que l'entreprise attend de vous. Donc, vous voyez le raisonnement qui est fait, c'est-à-dire que Mmh. la première chose, je leur donne de l'énergie. Je leur donne de la valorisation. Après, ça peut être, je veux dire, bon, là, je résume, hein, je contracte, mais la première démarche, c'est celle-là. Pourquoi? Pour que ces gens-là ne se disent pas que dans cette confrontation, ils vont y perdre de l'énergie et qu'ils soient en position uniquement antagoniste l'un par rapport à l'autre. Donc, alors après, on sait qu'il va se jouer des choses au niveau des émotions et peut-être qu'on ne peut pas aborder les émotions avec la présence simultanée des gens en même temps. Donc, on va peut-être à ce moment-là recevoir les personnes une fois qu'on aura posé le problème et tout ça, qu'on leur a donné de l'énergie, on va leur dire qu'on va les recevoir séparément. Et à ce moment-là, d'une manière séparée, quand on est en face de la personne, nous, on n'a pas je veux dire, d'antécédents Bien sûr. Oui, conflictuels on avec est la neutre, personne. nous. Donc, on va pouvoir aborder les causes du désaccord, les raisons du Mmh. désaccord, y compris des raisons qui ne seraient pas, dont on ne pourrait pas parler en présence de l'autre. Bien Voilà. sûr. Alors, juste, ça m'est arrivé hier. Un contre-exemple. Il y a quelques mois, je suis contacté aussi par une entreprise avec le même scénario. Deux directeurs membres du CODIR qui sont bloqués en conflit véritablement comme insoluble, quoi, en quelque chose, impossible à résoudre. Et je suis contacté par le DRH et par le DG. Et bon, alors je dis, bon, au directeur général, je lui dis, vous pouvez résoudre ce problème certainement très facilement vous-même. Je lui donne la procédure, je lui donne les éléments, etc., etc. Bon, apparemment, il était, je veux dire, doué au point de vue pour comprendre les choses très rapidement. Il avait tout compris. Bon, résultat, hier ou avant-hier, je ne sais plus, le DRH me téléphone et me dit bon, le directeur n'a pas fait ce que vous lui avez conseillé. En fait, il a fait le canard, quoi, en quelque sorte. Il n'est pas intervenu. Et là, on est dans un embarras très grand parce que finalement, d'un conflit entre deux membres du CODIR, on a maintenant deux clans qui s'affrontent à l'intérieur de l'entreprise. Bon, Mmh. c'est presque CQFD, c'est-à-dire que les conflits, il faut s'en occuper. Très Mmh. souvent, comme c'est désagréable, il faut avoir du courage pour s'en occuper, surtout si on est hiérarchique, hein. Un extérieur, il y a moins de courage, on n'y joue pas Mmh. grand-chose, sinon la résolution. Mais bon, ce qui se passe, c'est que ne faisant rien, eh ben, ça s'est généralisé ou étendu à des partisans de l'un et de l'autre, parce que finalement, chacun cherche des alliés pour prendre le dessus sur l'autre. Là, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Ouais, Donc, ça fait des comme clans je dans l'entreprise. vais vous dire comment les choses ont été résolues ou qu'est-ce que je proposerais pour les résoudre, bon, ça serait trop anticipé. Mais c'est en fait exactement la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire Mmh. faire l'autruche par Oui. rapport à un conflit. Il faut traiter les conflits et essentiellement, c'est en fait
de restaurer une forme de communication par notre intermédiaire qui est valorisante pour les parties et qui Mmh. va avoir une chance d'être plus efficace entre les 2 parties qui sont antagonistes. Alors, on peut continuer Oui. si tu veux bien. Oui, Et donc les modes de résolution de conflits, selon ton modèle, hein. ouais, là, on voit bien, on part d'une fermeture à l'autre. La Mmh. fermeture à l'autre, c'est le fait que on ne s'intéresse pas à l'autre, ou du moins, ou alors on s'intéresse à lui avec une idée préconçue. Soit c'est un ennemi ou un danger pour nous, c'est une menace de perte d'énergie. Soit c'est quelqu'un qu'on va utiliser comme un objet, c'est-à-dire un véhicule de notre propre stratégie, de la satisfaction de nos propres besoins, etc., etc. Mais en fait, on sait bien que la base de la communication, j'enfonce des portes ouvertes, c'est Mmh l'écoute de mh. l'autre et c'est donner la priorité à l'autre par rapport à nous-mêmes. Et Mmh. donc là, il faut restaurer ça. Et donc, c'est-à-dire d'écouter l'autre, essayer de le comprendre, voir quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs et quelles sont ses difficultés, et répondre à ses besoins, nourrir ses besoins. Ça, c'est ça, donner de l'énergie positive. Ensuite, il y a la gestion appropriée des émotions. Eh bien ça, bon, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression inappropriée, quelle est l'émotion authentique. Bon, ça engage de l'intelligence émotionnelle avec des techniques propres que je ne vais pas développer là parce que ça prendrait trop de temps. Et à ce moment-là, on peut passer à la résolution des désaccords. Et dans la résolution des désaccords, il y a un aspect de négociation qui est engagé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des compromis, des concessions et des choses de ce genre dans la plupart des conflits. Mais ça, c'est la chose la plus simple qui soit. C'est pas ça qui est compliqué, qui fait qu'un désaccord est un conflit. Ça, c'est un désaccord. On résout des désaccords. Mmh mh mh. Alors, L'intelligence peut-être qu'on émotionnelle et apprend. l'agilité comportementale, Robert, ça pourrait peut-être être un prochain, je sais pas, un prochain sujet de conférence. Si ça vous intéresse, dites-nous dans le chat. Mais ça peut être intéressant aussi que tu abordes dans une prochaine conférence ces aspects de l'intelligence émotionnelle et de l'agilité comportementale. Je vois déjà un oui de Carole. Oui, oui. Et Ça, peut-être qu'on va avancer parce qu'on a très oui, peu de temps hein, oui, on dans cette. avance. Tout à C'est, fait. ouais. On va vous présenter de toute façon maintenant les outils comme Profiles, les apports des outils comme Profiles sur les points de la gestion de conflits. Et pour commencer, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'il y a une notion qui est clé et qui est chère à ComProfiles, c'est la notion de confiance. Et dans le cadre de la gestion des émotions, on part sur le pari de la confiance. Robert, je te laisse présenter ton point de vue à ce niveau-là. Oui, ben, en fait, la confiance dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la qualité relationnelle et notamment de le fait que la qualité relationnelle soit telle que les gens n'aient pas peur de se dévoiler ou n'aient pas peur de montrer leurs faiblesses. Et donc ça dépend il faut travailler sur la qualité de la communication et la qualité de la relation pour arriver à ça. Très souvent, on voit ça dans des entreprises à tous les jours, et bon, notamment dans des instances où les gens ont des rôles très importants, ils restent sur leur quant à soi, et en fait, il y a un gentleman agreement pour ne rien montrer. Mhm. Et en fait, ne rien montrer ne résout pas les conflits, ne permet pas de résoudre les conflits. Et surtout, ne permet pas que la confiance s'installe. On a beaucoup plus confiance dans quelqu'un qui montre ses faiblesses plutôt que dans quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses. Hein, donc ça, c'est le premier point. Et puis, la connaissance réciproque va jouer un rôle très important. Alors, sur les... peut-être qu'on peut venir aux premiers outils Oui. en fait, qui sont fondateurs de ComProfile, c'est-à-dire, par Juste, exemple, oui, juste le, pour rappeler que tes outils sont validés scientifiquement, hein, oui, 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 ben, c'est je le suis site resté de un recherche. chercheur, hein, je suis resté un Mhm. universitaire, donc tous mes outils sont validés statistiquement, scientifiquement. Ça, Mhm. c'est une des caractéristiques de ComProfiles. Mais si tu peux montrer, voilà, le Ouais. profil de communication va montrer, bon, je ne vais pas dire le modèle qu'il y a derrière et tout ça, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais va donner disons, la dominante de quelqu'un et notamment ses préférences en termes de besoins psychologiques. Je veux dire, quels sont les besoins psychologiques qui sont les plus importants pour une personne. Et à ce moment-là, bon, c'est précieux d'avoir ça parce que vous savez que vous pouvez avoir, dans certains cas,
notamment si la personne perd le contrôle de sa communication, vous pouvez avoir les moyens de nourrir ses besoins et de lui donner de l'énergie, et qui va faire que la personne va sortir de ce mode automatique de défense et de protection et va reprendre la main sur ses comportements et va peut-être sortir du stress. Très souvent, on arrive à faire sortir les gens du stress simplement en nourrissant, en lui donnant de l'énergie positive. Ça, c'est très important. Il y a un deuxième outil qu'on utilise en même temps, peut-être tu peux le montrer, c'est le profil des principes directeurs qui a rapport au système de valeurs des gens. Les principes directeurs, c'est un terme qu'emploie le chercheur qui est à la base de ça, qui s'appelle Shannon Schwartz, et qui parle de guiding principles. Et c'est simplement le système de valeurs des gens. Et là encore, je ne rentre pas dans le détail, même si vous avez bonne vue, vous pouvez voir les grandes dimensions, les grandes catégories de besoins de valeurs qui sont là. Et en fait, les valeurs ne fonctionnent pas comme les besoins. Les besoins activent les gens à tout moment de leur vie et conditionnent l'échange d'énergie, soit le fait qu'on reçoit de l'énergie parce que des gens satisfont nos besoins, soit au contraire la perte d'énergie ou les hémorragies d'énergie si nos échanges avec les autres, justement, viennent dissatisfaire nos besoins, hein, à l'inverse de les satisfaire. Bon, sur les principes directeurs, c'est pas constant, ça intervient de temps à autre, mais lorsqu'une valeur est bafouée pour quelqu'un, tout d'un coup, elle peut prendre une importance extrêmement importante. Parce que ce qui se joue dans la satisfaction des valeurs, c'est justement ce qui est important pour nous dans la vie. C'est-à-dire ce qui règle nos décisions, nos choix d'orientation, etc., de direction dans notre vie. Et quelquefois, ça devient impérieux. C'est-à-dire que l'un des facteurs, les besoins, c'est permanent et ça règle l'échange d'énergie. L'autre facteur, les valeurs, ça n'est pas permanent, mais de temps à autre, ça devient impérieux. C'est les deux facteurs qui règlent la motivation, c'est les deux Mmh. plus importants facteurs de motivation des gens. Et donc, ces deux outils permettent de travailler très bien avec les gens. Bon, ça peut permettre de très très bien travailler en coaching et d'avoir donc des échanges précis et riches et profonds avec les gens, mais ça peut permettre de bien comprendre qu'est-ce qui se joue, hein, en particulier. Alors, je n'insiste pas sur les autres aspects qu'il y a dans chacun des profils, Mmh. mais je pense que ça serait intéressant que ceux qui le veulent et qui voudraient avoir ensuite un rapport avec nous, un débriefing de leur profil, puissent passer le profil. Donc vous pourrez vous inscrire pour remplir les profils et puis avoir vos résultats et obtenir vos résultats lorsqu'on va avoir une rencontre et débriefer ensemble et parler de ça ensemble. Ça permettra de voir d'abord ce qui apparaît pour vous et d'autre part, Mmh. quelle est l'utilisation qu'on peut en faire. Pour ça, il vous faudra prendre rendez-vous et être intéressé par les résultats qui vous concernent. Alors, on peut aller un peu plus loin, Diagnostic. c'est-à-dire que oui, autrement, on travaille sur autre chose, Ah, l'agilité le comportementale. système relationnel? Non, Non? l'agilité comportementale, les éléments On n'a pas de d'adaptation. slide dessus. Non, d'accord, OK. Oui. Bon, alors c'est ce qu'on fait en séminaire. Excuse-moi d'avoir Mmh. ça en tête, mais ce qu'on fait en séminaire, c'est que si on est en face de quelqu'un qui est sous stress et qui passe en survie, c'est-à-dire dans cette version automatique qui est centrée sur la défense de son capital émotionnel et sur la protection de ce capital émotionnel. Très souvent, on a quelqu'un qui est totalement fermé sur lui-même et qui ne vise dans l'interaction qu'à protéger justement son capital émotionnel ou à le nourrir à nos dépens. Et ça arrive quotidiennement, ce genre de choses avec une plus ou moins grande intensité. Chacun d'entre nous connaît ça, ou nous-mêmes, nous pouvons passer dans ce que nous appelons la survie, c'est-à-dire où nous Mmh. passons dans ces versions où en fait, nos comportements nous échappent, ils sont plus forts que nous, et on s'aperçoit, si on ne va plus loin, qu'ils sont gérés par des peurs internes. Encore une fois, je n'insiste pas là-dessus, c'est ce qu'on fait en séminaire. Et à ce moment-là, en séminaire, ce qui est intéressant, c'est à partir de là d'être le plus concret, le plus pratique possible. C'est-à-dire de donner des clés aux gens selon
justement le registre de communication que la personne emploie à un moment donné, selon sans doute la dominante de son profil de communication, c'est de savoir comment intervenir auprès de cette personne. Un, pour satisfaire ses besoins et lui redonner de l'énergie. Deux, pour gérer les expressions émotionnelles inappropriées, ce qui arrive invariablement lorsqu'on est en survie. On n'exprime plus les émotions de manière. Et ça, on a énormément, énormément travaillé là-dessus. Bon, euh, je veux dire, ce qu'on fait essentiellement en séminaire d'agilité comportementale, c'est-à-dire que donner des clés pour savoir comment interagir avec quelqu'un pour l'aider, l'accompagner hors du stress par nos interventions et notre manière de communiquer avec lui. Alors, donc, il y a des choses qu'on peut faire au niveau des équipes aussi, hein, sur les diagnostics d'équipe. Là, je reconnais le diagnostic d'une équipe dans laquelle, en fait, d'un COMEX dans lequel je suis intervenu. Et en fait, le board des actionnaires avait décidé de nommer un nouveau PDG, ou un nouveau DG, je crois. À l'arrivée du nouveau DG, bon, la première fois que je suis intervenu, c'était très tôt. Le nouveau responsable a fait appel à moi et on a fait un diagnostic comme ça d'équipe. Et dans le diagnostic d'équipe, il y a un certain nombre de niveaux d'informations, dont un sur la maîtrise des conflits à l'intérieur de l'équipe, et Mmh. ici l'équipe de Comex. En fait, si vous regardez, les résultats sont pas bons là, hein, pour pas dire mauvais. C'est assez intéressant de voir, et notamment de voir que lorsqu'un conflit se produit, l'équipe s'attaque au sujet avant de le traiter, et le traite avant de passer à quelque chose d'autre, c'est très faible. Bon, Oui. il y a d'autres éléments qui sont plus élevés. Les membres de l'équipe expriment leurs opinions en prenant le risque de créer de la désapprobation. Alors peut-être qu'il y avait de l'affrontement entre les Mmh. gens, et qui faisait que c'était la partie désapprobation qui fait que cette notation par les gens, hein, faite de manière anonyme par les gens, était plus élevée. Ce que j'ai rencontré et que le nouveau DG a rencontré, c'est en fait une partition du COMEX entre deux groupes qui s'affrontent, ceux qui étaient partisans de l'ancien DG et ceux qui voulaient jouer le jeu du nouveau PDG. Et les deux groupes s'affrontent, et le premier groupe a engagé une fronde contre le nouveau DG, qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils peuvent blâmer d'avoir remplacé l'ancien DG qu'ils appréciaient. Et bon, donc là, c'est un travail difficile à faire. Il faut restaurer la confiance, encore une fois. Et c'est-à-dire qu'on a travaillé sur deux aspects. Bon, moi, j'ai un peu contribué, mais en fait, c'est le nouveau DG qui a fait l'essentiel du travail. Et d'une part, en menant un séminaire d'agilité comportementale, en faisant beaucoup de travail émotionnel sur les peurs et sur les formes de colère, d'autre part, et puis ensuite en travaillant sur l'élaboration participative du projet stratégique, associant l'ensemble des membres du COMEX, de telle sorte que les gens se disent, tiens, je suis partie prenante, on attache de l'importance à moi, à mes opinions, Mmh. à ce que je dois faire. Donc, avec un engagement, une responsabilisation de chacun par rapport aux objectifs stratégiques et par rapport au plan d'action. Donc là, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que patiemment, le DG a tracé son sillon avec en plus beaucoup de pertinence au point de vue des choix stratégiques. Et en fait, l'entreprise a commencé à aller de mieux en mieux, et le COMEX d'aller de mieux en mieux. Je pense que 2 ans plus tard, on a refait On et peut vous comparer, oui. voyez, les résultats ont énormément augmenté en ce qui concerne les conflits. Et paradoxalement, baissé en ce qui les membres de l'équipe expriment leurs opinions en prenant le risque de créer de la désapprobation. Alors tout n'est pas parfait, là, vous voyez, 2 ans plus tard, mais c'est-à-dire que les gens, finalement, sont très prudents. Ils ont connu l'affrontement, ils ne veulent plus le connaître, et à ce moment-là, ils tempèrent, en Mmh. fait, leurs opinions ou leurs prises de position, et tout ça. Bon, c'est pas, on peut pas dire, on peut pas citer comme un exemple parfait, mais tout le reste est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, une différence Oui. énorme par rapport, et on voit l'impact de la Mmh. gestion
du DG là par rapport à ça et la contribution qui a pu être celle de travailler sur à la fois l'agilité comportementale et l'expression émotionnelle, les expressions émotionnelles. Et cet outil, alors là, on l'a montré sur la gestion de conflits, hein, mais cet outil que tu as développé aborde différents aspects, Oui, hein. ça aborde la confiance, ça aborde les conflits, ça aborde l'engagement des gens au niveau, par rapport au niveau collectif, la Mmh. responsabilisation de chacun vis-à-vis de chacun d'autre des membres du et notamment les rôles que chacun joue. Bon, au cœur de ces rôles, l'impact que quelqu'un a sur l'efficacité des personnes avec lesquelles il travaille, soit des collègues de travail, comme notre directeur par Mmh. exemple, soit son équipe, soit son supérieur hiérarchique, le DG par exemple dans le cas présent et donc et puis, la cohésion et la solidarité par rapport aux résultats. C'est-à-dire le fait de tout de suite, reconnaître sa part dans un résultat qui serait, pas bon et que chacun attribue la valorisation qu'une personne mérite dans, justement des résultats qui vont dans le sens de la stratégie collective de l'entreprise. Donc Mmh. là, c'est une mine d'informations Oui. et quand on a c'est très, très rapide à passer, Oui. c'est anonyme, donc il y a Mmh mh. pas de risque pour les gens de donner leur opinion. On ne saurait pas qui a dit ça, le résultat est synthétisé et à ce moment-là, les gens mettent 5 minutes pour remplir le questionnaire et on Mmh. a l'avis du COMEX ou du CODIR ou de l'équipe avec laquelle on est en train de travailler, Mmh. sur elle-même, hein, c'est sur son propre fonctionnement. Donc ça permet Oui. d'améliorer le fonctionnement, de savoir sur quoi travailler pour Oui, améliorer le c'est ça. fonctionnement. Mettre le focus sur quoi travailler, prioritairement, disons, pour améliorer le Ouais, fonctionnement c'est de un l'équipe. diagnostic, ouais, c'est C'est ça. pour l'utiliser, c'est un outil qui est vraiment très utile et très puissant et qui fait gagner du temps, en fait, sur l'état Mais des lieux pour moi, mettre j'utilise de manière systématique dans une équipe. Ça fait gagner tellement de temps tout à et fait, et puis c'est un autodiagnostic, donc les gens ne peuvent pas aller contre ce qu'ils ont mis, quoi, hein, bien c'est sûr, certain. bien sûr. Si on Alors passe c'est maintenant au système relationnel, Robert. Oui, parce que en fait, c'est très bien de résoudre les conflits. Là, on donne juste des pistes, bon, en donnant juste quelques éléments d'information, mais on peut, évidemment, il faudrait aller dans le détail chaque fois. Peut-être qu'on ira dans le détail avec certains d'entre vous si vous êtes Mmh. intéressés. Mais c'est encore mieux d'anticiper les conflits et de les prévoir et de les anticiper. Et là, on a développé, chez Comprofer Institute, dans bon, notre activité de recherche, de développement de nouvelles applications, en fait, ce qu'on appelle des systèmes relationnels. Et ces systèmes relationnels, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence? Ils mettent en évidence à la fois qu'est-ce qui pourrait se passer entre deux personnes si on tient compte, un, du profil de communication de la personne, deux, de sa place dans la hiérarchie par rapport à une autre personne. On peut être collaborateur, on peut être chef, on peut être père. Hein, Mmh. ça change un certain nombre de choses. Et non seulement de prévoir, de faire des hypothèses, est-ce que ça va bien marcher? Qu'est-ce qui ferait que les gens seraient complémentaires et en synergie? Ou, à l'inverse, quels sont les risques et les vulnérabilités qu'il peut y avoir dans la relation entre les gens? Oui, Et donc, et par rapport à ça, de faire des préconisations, c'est-à-dire des recommandations aux parties prenantes sur comment faire pour que, justement, on soit en situation que nous, on appellerait de croissance. Dans la version de croissance, qui ferait que, ou qui fera que, en fait, les gens vont être en synergie et en complémentarité. Tout un ensemble de conseils par rapport à ça. Hein. Le, alors, et puis, l'autre partie, c'est les comportements à éviter et qui pourraient créer justement des risques et des vulnérabilités dans la relation. Donc, il y a des recommandations. Ici, c'est une version très, très résumée qui oui, est photocopiée, là, ici, sur le diaporama. En fait, le travail qu'on a fait est un travail très, très, très précis, très, oui. très déployé, hein, bon, qui va et qui est très pratique en même temps. Donc, ça peut énormément aider les gens à faire en sorte qu'une relation, ben, on prenne le meilleur de la relation et de manière anticipée, donc il n'y ait pas justement, il n'y ait pas de risque.
hein, Mmh. ou atténuer tous les risques. On ne peut pas tout gérer à l'avance, mais qui est atténuer les risques relationnels et notamment les risques de conflit qui vont apparaître en particulier lorsque l'une des 2 personnes ou les 2 personnes sont centrées sur elles-mêmes, fermées à l'autre et je veux dire, ne voient que ce qui est midi à leur porte. Et Mmh mh. c'est-à-dire la situation qui est typique de la survie et d'une gestion du stress qui est en fait, qui est complètement en impasse, qui n'aboutit pas à une résolution. Mmh Donc, mh. c'est là-dessus que, bon, on peut anticiper ces choses-là et là, ça évite énormément de choses. Ça peut être intéressant quand les gens sont recrutés et rentrent dans une équipe. Ça peut être, les gens quand ils arrivent dans une nouvelle équipe à partir d'une autre responsabilité. Ça peut être évidemment être utile dans le cas de conflits entre des parties prenantes, de Mmh. faire en sorte de prendre les gens comme des grands garçons ou des grandes filles et qui soient responsables de leur comportement et ajustent leur comportement, Oui. s'adaptent à l'autre, fassent preuve d'agilité Mmh. comportementale. Et soient conscients de leur impact aussi, de l'impact Ouais, de leur comportement sur l'autre. oui. D'accord. D'accord, Est-ce d'accord. qu'on peut voilà, ce serait bien Oui, de c'est revenir ça. sur des points On peut-être que avait heu, on avait Fabrice qui soulignait, Robert, je voulais te poser la question, en disant: «Montrer ses failles en tant que dirigeant ne fait-il pas courir le risque d'un sentiment d'insécurité chez le collaborateur? Comment peut-il résoudre ces problèmes si lui-même est fragile?» Donc, quel est ton commentaire par rapport à ça? C'est-à-dire se montrer vulnérable. Est-ce qu'un manager, un dirigeant, peut se montrer vulnérable et est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait déstabiliser les collaborateurs? on va pas être à jet continu là-dessus, en face de ses collaborateurs. Bien sûr, les gens vont apprécier qu'une personne, garde le contrôle d'elle-même, et bon et peut-être, ne fasse pas partager toute son, je veux dire, ses difficultés, ses désarrois ou tout ça à tout le monde à Mmh tout mh. bout de champ. C'est certain. Mais en même temps, le fait qu'une personne puisse être honnête, reconnaître lorsqu'elle fait une erreur, reconnaître une faiblesse et qu'elle a besoin d'autres personnes à certains moments qui vont peut-être faire un meilleur travail qu'elle et tout, ce qui arrive dans toute équipe, hein. Bon, on dirige des gens qui sont meilleurs que nous dans plein de choses, hein, c'est normal, autrement ça serait terrible, hein, les équipes. Et bon, en fait, c'est ça qui va mettre en confiance les gens. Donc, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas faire, un récital de ces difficultés parce que tout le monde rencontre des difficultés à longueur de journée, tout le monde les résout et il n'y a pas besoin de les partager tout le temps. Mais par contre, pour, montrer son ouverture et montrer qu'on est prêt à comprendre les difficultés des autres, le fait de montrer que nous-mêmes, on est conscient de nos difficultés, c'est quelque chose qui va parler aux gens, Mmh dans la mh. quasi-totalité des cas. Alors, Le ah oui, manager ça reste c'est humain, hein, la au final. question qui est là. On a aussi Tom qui nous dit: «Comment gérer la jalousie entre collaborateurs qui peut par la suite créer des problèmes?» Et souvent, il faut reconnaître que pour ceux qui ont l'habitude des médiations, vous savez, il y a souvent des raisons cachées dans les conflits. Mmh mh. Très forts entre des personnes et souvent, les formes des conflits sont des formes de jalousie, sont des exemples de jalousie. De la vie quotidienne, bon, et comme de la vie professionnelle et ça, les gens ne peuvent pas en parler en Mmh mh. présence de l'autre. Bon, ça, c'est vraiment montrer des faiblesses qui sont souvent insupportables pour les gens de Ouais. démontrer ces choses-là. Donc là, si on intervient en tant que consultant, je m'adresse aux professionnels, hein, si on intervient en tant que consultant, il faut, absolument faire en sorte de créer de la confiance entre soi en tant que médiateur et puis la personne qui est partie prenante du conflit et faire en sorte qu'elle soit protégée au point, à un point tel que la personne se sent assez à l'aise pour quoi faire, ben, pour justement partager des raisons qu'elle ne peut pas aborder en présence de l'autre personne. Mmh mh. Et bon, et c'est souvent ça fait, ça soulage d'une certaine manière parce que d'avoir une vraie compréhension par rapport à ça. Il faut absolument protéger ces éléments-là. C'est pas des éléments à galvauder, hein, à porter à la connaissance des autres parce que ça pourrait être des éléments qui pourraient être utilisés
C'est un peu comme je veux dire, on doit être aussi prudent par rapport à ça que tout ce qui peut aller sur les réseaux sociaux, vous savez, et Mmh qui mh. font après qui ont un impact dévastateur, hein, sur les personnes. Mmh mh. Donc c'est la création de la confiance entre la personne qui intervient et la personne qui, justement a ça. Dans le cas d'un conflit, dans le cas où les personnes ne peuvent pas aborder elles-mêmes ces éléments-là. Mmh mh. Un autre élément, peut-être? Bah, ça on n'en a pas des nouveaux, s'il y a des personnes qui veulent faire part, hein, de peut-être de questions à propos de conflits, de situations rencontrées. Les autres, on les a vus en début de session. Là, peut-être qu'on revient sur, le directeur de l'unité de production, Oui, monsieur ou madame Larive, je ne sais pas c'est qui est Fabrice, le Fabrice. Fabrice Larive. Mmh. Bon, là, regardez ce qu'il y a, c'est que le travail à faire dans l'équipe, en fait, est considérable parce que, il y a d'abord, il y a des messages négatifs constants qui peuvent blesser certaines personnes et cetera, des Mmh mh. charges de travail différentes selon les types de clients et tout ça. Ça veut dire qu'il y a pas le travail qui est à faire pour que les gens pensent que le traitement est équitable, c'est-à-dire que les gens travaillent d'une part tous à des objectifs collectifs et sont responsables vis-à-vis du travail des autres, ont une responsabilité, Mmh. dans par rapport au travail des autres et vice versa, et s'engagent collectivement, c'est-à-dire que l'efficacité collective est plus importante que mon efficacité personnelle, doit rétablir justement les iniquités qui peuvent exister à l'intérieur d'une équipe. Et ça, c'est tout un travail à faire. Il faut un travail en amont considérable, de telle sorte que ce ne soit pas le sentiment d'iniquité ou d'injustice qui domine, et à ce moment-là, qui laisse la place en fait, à des allusions ou des règlements de compte, et cetera, qui vont, empoisonner l'atmosphère et plus quoi, hein, sans doute, Mmh hein. mh mh. Donc il y a un travail en amont à faire Mmh mh. là-dessus. Mmh mh. Faut-il encore que le chef d'équipe, ou le directeur en question ait le courage de s'affronter à ça? Parce qu'il y a certainement des gens auxquels il tient, qui sont des gens décisifs et qui sont en position favorable et il ne veut pas les perdre. Et il y a toujours, c'est toujours des dilemmes à, à- je veux dire, dans lesquels trancher. Sans doute qu'il faut un travail à la fois personnalisé et puis un travail collectif qui assure que tout le monde est traité de la même manière. Voilà ce que je dirais, hein. Il y a tout un travail à faire là, et ça dépend des caractéristiques évidemment de cette unité de production ou de l'équipe commerciale, des données de l'équipe commerciale. Mmh. À discuter. Ouais. Fabrice, je vous invite à prendre rendez-vous, avec nous, et tous ceux qui sont intéressés, donc je me permets de le redire, aujourd'hui spécifiquement, on a choisi de vous offrir, de tester nos outils, donc le profil de communication. Si vous prenez rendez-vous, une fois qu'on a votre adresse mail, on vous envoie un lien pour passer ce test-là, et lors du rendez-vous, nous pourrons vous faire une restitution, des résultats et échanger sur vos problématiques. Donc Fabrice et tous les autres, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, cliquez ici, dans la bannière verte prendre rendez-vous. Normalement, c'est en haut à gauche de votre écran. Vous allez avoir normalement des disponibilités pour les lundis avec des créneaux sur lesquels vous pouvez vous positionner pour prendre un rendez-vous avec nous, et c'est bien volontiers. Nous vous ferons la restitution de vos tests et nous pourrons évoquer ensemble vos problématiques et comment Comprofiles peut vous aider à les surmonter. Je ne Alors sais pas peut-être si que tu veux qu'on regarde, oui, est-ce manager ses anciens je collègues. quand je vois en reconversion suite à des années de commerce dans la vente et Oui. aussi 6 années de représentation du personnel, constate gros problèmes pour fédérer lors de la mise en place de projets, incompréhension sur les attentes des uns et des autres. Beh, et bon, c'est un constat a posteriori ça. Mmh. C'est toujours le problème avec les conflits, c'est de travailler soit en anticipation si on a le cas, soit sur l'amont des Mmh. choses. Pour aller plus loin. Donc là, alors d'abord, il faudrait, je ne sais pas si ça concerne la personne elle-même. Edson, c'est
si le fait d'avoir une image de représentant du personnel entraîne des problèmes de confiance ou de manque de confiance parmi les gens du personnel. C'est pour fédérer, hein, ça c'est une question, j'en sais rien, peut-être que Mmh. non, pas du tout. Mais est-ce qu'on intervient à l'endroit où, en fait, le sens qui est donné au projet, le pourquoi du projet est discuté, ou est-ce qu'on intervient uniquement sur le projet? Quand on intervient uniquement sur le projet et que le pourquoi a été décidé, en amont de ça, par des instances supérieures, très souvent on a des difficultés. Donc il faut faire un travail d'actualisation des projets par rapport au pourquoi stratégique. Pourquoi on s'engage dans ce projet? Pourquoi on s'engage dans un projet de changement ou bon, un nouveau projet? Et qu'est-ce que les gens vont mettre là-dedans? Est-ce qu'on comprend quelles sont les attentes des gens? Et souvent, quand il y a du changement, une des premières questions que se pose bon, au-delà du pourquoi, le pourquoi vient toujours, hein, comme questionnement interne des gens. Une autre question, c'est de savoir: «Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Est-ce qu'il y a des risques pour moi là-dedans, dans ce projet? Est-ce qu'il y a au contraire des opportunités? Et autre question, est-ce que je peux faire confiance en ceux qui mènent le projet?» Donc ces questions-là, elles sont incontournables. Je ne dis pas qu'elles sont pertinentes dans le cas, qu'évoque, Edson, mais elles sont incontournables. Où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes par rapport à ça? Hein, c'est pour bien répondre, il faut savoir, ces choses-là, ouais, Mmh mh. Mmh mh. avoir accès à ça. Oui. Je regarde s'il n'y a Mais pas, Fabrice vient de faire un commentaire là, quand il devient urgent de faire comprendre à une personne qu'elle doit revoir ses comportements négatifs, car une autre personne ne le supporte plus et redoute même son retour de congé. Comment s'y prendre dans un premier temps? Sachant que l'on ne l'a peut-être jamais dit clairement à la personne en survie qu'elle avait des comportements inappropriés. Et remarque, il y a une nouvelle responsable commerciale au 1er septembre et lui-même est en poste depuis avril. Donc, peu et d'ancienneté dans là la boîte. là, je pense que je veux pas porter le blâme sur des gens que je ne connais pas. Il y a une question de courage. Il y a une question de courage. Est-ce qu'on va dire à cette personne les choses ou pas? Est-ce qu'on va lui fixer des objectifs par rapport à ça? Ces objectifs ne sont pas uniquement des objectifs de résultats. Les objectifs peuvent être en priorité, et surtout si cette personne travaille assez bien, des objectifs comportementaux. Est-ce Mmh mh. qu'on peut, je veux dire, comment on va fixer et comment on va établir une cohérence entre les systèmes de récompense et ces objectifs comportementaux? Bon, voilà, bon, je crois qu'il faut mettre le problème sur la table et les règles du jeu sur la table et de le mettre de manière, hypothétique. C'est-à-dire que si, ce qu'on attend de lui, c'est ça, si il correspond aux attentes, à ce moment-là, ça se passe bien pour lui et il y a les conséquences favorables. Si il ne correspond pas aux attentes, à ce moment-là, les conséquences ne seront pas favorables dans le système qui est établi. C'est-à-dire à la fois de donner les règles du jeu et de laisser le choix à la personne de se comporter de telle ou telle manière. De telle sorte que la responsabilité soit sur la personne et non pas sur le manager. Le manager n'a pas a sa part de responsabilité, mais dans le courage d'aborder les choses, mais ne peut pas régler les choses le comportement de la personne. C'est la personne qui est responsable de ses comportements. Et donc, il faut lui mettre le marché dans les mains et les conséquences de ses comportements, les conséquences bon, d'avoir des comportements qui sont euh, adéquats et qui sont appréciés par les gens, ou d'avoir des comportements qui ne sont inadéquats et qui ne sont pas justement bien supportés par les gens. Et à ce moment-là, c'est lui qui fait les choix. Et il s'expose aux conséquences de ses choix. Mmh. On en est à 54 minutes, donc on va peut-être, clôturer. On a une question qui nous demande si le test est gratuit. Alors, bien évidemment, bah, nos tests sont des Ben tests, oui,
payants, Non, mais professionnels, mais là, nous vous les c'est une offrons pour invitation. la passation, tout à fait. Cliquez sur prendre rendez-vous et nous aurons votre mail et nous vous offrons la passation au test et la restitution du test. Donc là, aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est gratuit pour tous les participants à ce webinaire pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Et ça vous permet aussi de tester et de voir le bien fondé de l'utilisation de nos outils et la légitimité d'utiliser ces outils pour soi et pour les autres. Donc, ben, je vous remercie. Robert, je te laisse le mot de la fin peut-être. Ben oui, je pense que tu l'as dit, hein, les gens, c'est un cadeau. Les gens font des cadeaux en venant et en écoutant et en essayant Mmh. de comprendre, de participer, d'animer avec nous ces conférences. Et bon, ben, moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est vous dire merci de votre attention et de votre participation. Très bien. À très bientôt. On a fixé la prochaine date. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour avoir connaissance en direct des prochaines dates de nos conférences. Et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir Robert. Au revoir. Au Bye revoir à bye. tous. À bientôt.